Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM de la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, toujours. Alors, l'actualité internationale nous amène où? Aujourd'hui, nous allons revenir sur une décision prise par les dirigeants du G7 en marge de leur réunion qui s'est déroulée en Allemagne le week-end dernier. Au cours de cette réunion qui a précédé la réunion de l'OTAN qui s'est déroulée à Madrid, toujours en Europe, au cours d'une conférence de presse, le président Joe Biden a fait une annonce importante puisqu'il a expliqué que les pays du G7 veulent investir 600 milliards de dollars dans des infrastructures à destination des pays en voie de développement et prioritairement sur le continent africain. Alors, même si au cours de cette annonce, évidemment, Joe Biden n'a pas voulu citer la Chine, mais il est clair qu'il s'agit pour le G7 d'une réponse, si tu veux, à l'initiative Une ceinture, une route, qui est la matérialisation du projet des nouvelles routes de la soie mise en place par la Chine depuis 2013, en fait. Et donc, il faut savoir que et ce projet que Joe Biden a baptisé Partenariat mondial pour les infrastructures est en réalité un vieux projet que Joe Biden avait déjà présenté lors du sommet du G7 de Cardiff Bay au Royaume-Uni, qui s'était déroulé en juin de l'année dernière. L'initiative à l'époque s'appelait Build Back Better World, B3W, ça veut dire reconstruire un monde meilleur. Et cette initiative a été dotée de plusieurs centaines de milliards de dollars. Et l'objectif était justement d'investir dans des domaines aussi divers que la protection du climat, la santé, l'égalité entre hommes et femmes, ou encore les nouvelles technologies. Sauf qu'entre l'année dernière et maintenant, il n'en est pas sorti grand-chose, d'autant plus que dans ce premier projet-là, l'initiative Build Back Better World, celui-ci n'avait pas été validé par le Congrès et donc Joe Biden n'avait pas pu dégager les fonds qu'il fallait pour permettre sa mise en œuvre. Et il faut, et ça c'est inquiétant pour les Occidentaux. Pourquoi? Parce qu'ils ont sérieusement remarqué qu'à l'échelle de la planète, il faut bien le voir, l'influence de la Chine grâce à l'initiative Une ceinture, une route ne cesse d'augmenter. Il faut savoir que c'est un projet qui concerne aujourd'hui près d'une soixantaine de pays, dont une vingtaine qui sont sur le continent africain. Et jusqu'à présent, entre 2013 et 2021, près de 900 milliards de dollars ont déjà été dépensés par la Chine dans le cadre de ce projet-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par le projet Une ceinture, une route? En fait, pour les Chinois, en 2013, ils ont estimé que pour accroître, si tu veux, leur influence économique à travers le monde, il fallait, un peu comme les Occidentaux l'ont fait à partir du XIIIe et du XIVe siècle, c'est-à-dire mettre des routes commerciales qui partaient de l'Europe vers tous les continents du monde, afin de, si tu veux, de mettre l'Europe au centre de l'échiquier mondial sur le plan économique. Les Chinois ont décidé exactement de faire la même chose. Et donc, cette initiative des nouvelles routes de la soie sont tirés de l'idée des anciennes routes commerciales qui partaient de la Chine vers l'Europe principalement entre le 2e siècle avant notre ère jusqu'au 14e siècle. Et donc ces anciennes routes de la soie ont été remises au goût du jour par les autorités chinoises dans le cadre de ce qu'ils ont appelé les nouvelles routes de la soie. Et donc leur matérialisation, c'est cette initiative-là, une ceinture, une route, qui vise à financer ou à mettre en place des infrastructures terrestres et maritimes entre la Chine et 3 continents, le continent asiatique, le continent européen et le continent américain. Et donc à cet effet, on a vu déjà un certain nombre de projets de grande envergure qui ont été mis en place, c'est-à-dire par exemple la première ligne de chemin de fer qui est partie de Londres vers la petite ville de Xingji, c'est-à-dire une ville côtière. Il y a une ligne de chemin de fer qui part de l'Angleterre jusqu'en Chine. Sérieux? Oui, les marchandises font à l'aller à 19 jours pour le passage et au retour en font 21 jours. Donc ça, c'est vraiment une matérialisation de la part de la Chine qui veut
connecté par voie terrestre, mais si tu veux, ces routes de la soie là, ce ne sont pas des routes pour le transport des personnes, c'est trop long. Mais par contre, c'est un excellent moyen pour transporter les marchandises directement. Ça permet de réduire les coûts, parce que s'il fallait partir de Londres vers la Chine en passant par la voie maritime, il aurait fallu contourner le continent européen, puis contourner une partie de l'Asie pour arriver en Chine. Et donc, grâce à cette route, grâce à cette voie ferrée terrestre là, on réduit considérablement le temps de transport des marchandises, et donc on réduit considérablement les coûts. Et donc, dans le cadre de cette nouvelle route de la soie, la Chine a signé des accords avec l'Italie, avec l'Espagne, avec un certain nombre de pays, même des pays de l'Europe centrale comme la Serbie ou l'Albanie. Et donc tous ces pays-là ont désormais, ils sont connectés soit par voie ferrée, soit par voie terrestre, donc par la route, directement à la Chine. Et puis, d'autres routes existent aussi, ce sont les routes maritimes. C'est pour faciliter le transport de marchandises ou de la Chine vers les pays, et le transport des matières premières des pays vers la Chine. Pour cela, la Chine finance énormément des projets de construction de ports, justement pour permettre à ces énormes navires-là de pouvoir accoster dans ces pays-là et pouvoir soit décharger les marchandises qui sont issues de l'industrie manufacturière chinoise, ou en retour de pouvoir récupérer les matières premières qui se retrouvent dans ces pays-là et qui seront transformées en Chine. Et donc, les Occidentaux ont constaté que grâce à ce projet, à cette initiative, la Chine a multiplié, en multipliant les partenariats, la Chine a occupé une place qui avait été laissée vide par les Occidentaux, et donc les Européens et les Américains, un peu de leur faute, parce qu'il ne faut pas l'oublier, la Chine ne s'est pas imposée en chassant les Occidentaux ou les Occidentaux de ces pays-là. Il faut bien comprendre qu'avec la chute du mur de Berlin en 1991, les Occidentaux avaient estimé qu'ils devaient s'auto-centrer vers les pays anciens membres du bloc socialiste soviétique. Et donc, si tu veux, les infrastructures, les projets qui étaient destinés vers l'Amérique latine, vers l'Afrique, vers l'Asie, avaient été détournés et orientés vers des pays d'Europe de l'Est, la Pologne, la Bulgarie, la Slovaquie, l'Estonie, la Lettonie, etc., la Roumanie. Donc, tout ça a fait que, en diminuant leur part, en diminuant leur présence et leurs investissements dans les autres continents, lorsque la Chine est arrivée, elle a trouvé justement un espace qui était totalement libre, et grâce à cette initiative, une ceinture, une route, ils ont comblé le vide laissé par les Occidentaux en octroyant souvent par le biais de prêts préférentiels avec des tarifs, avec des conditions très avantageuses, des prêts pour permettre à ces pays-là de financer ces infrastructures, que ce soit les routes, les voies ferrées ou les ports, dans le cadre justement de l'augmentation de la dynamisation des échanges entre ces pays-là et la Chine dans le cadre de cette nouvelle route de la soie-là. Et justement, c'est sur la manière dont les Chinois ont petit à petit conquis ces différents espaces-là, que les Occidentaux, une fois de plus, veulent jouer sur la rhétorique en employant, par exemple, l'idée que le financement qu'ils veulent apporter va justement permettre, comme je l'ai dit, de financer, d'investir dans le climat, dans la santé, dans l'égalité entre les hommes et les femmes, ou encore dans les nouvelles technologies. Et surtout, ils promettent, à l'opposé de la Chine, beaucoup de transparence dans la manière dont les contrats seront passés, parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, les conditions dans lesquelles les clauses des contrats passés entre la Chine et les différents pays dans le financement de ces infrastructures-là sont souvent classés secrets. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont du mal à comprendre quelle est la contrepartie qui est demandée aux États, parce qu'il y a forcément une contrepartie. La nouvelle route de la soie ne se fait pas sans contrepartie de la part de la Chine. Et on a pu le voir, par exemple, au Bangladesh, où ce pays-là avait financé la construction d'un port à eau profonde à hauteur d'1,5 milliard de dollars, et ces derniers n'avaient pas pu rembourser ce prêt-là fait auprès de contracté auprès de la Chine, et donc la Chine avait récupéré le port-là pour une durée de 99 ans. On a aussi, par exemple, le cas en Bulgarie, où ce petit pays-là avait emprunté 5 milliards de dollars
à la Chine pour la construction d'une voie routière. Et donc, avec un pont qui n'a jamais été construit. Exactement. Et donc, la Chine avait octroyé la totalité du prêt. La Hongrie n'avait pas utilisé à bon escient cet argent. Et donc, la Chine a récupéré la totalité du projet. Donc, tout ça fait que pour les Occidentaux, ils disent aux pays asiatiques, aux pays africains, européens qui ont adhéré à l'initiative Une ceinture, une route, attention, il y a un piège derrière. C'est une manière pour la Chine non seulement d'accroître votre dette, parce que cet argent qu'ils vous donnent, ils ne vous le donnent pas gratuitement, cet investissement, ils ne vous le donnent pas gracieusement, ils le font sous forme de prêt. Mais en plus, les conditions de remboursement sont tellement draconiennes que vous ne serez pas en capacité de le faire, et donc vous allez tomber, si tu veux, sous l'influence de la Chine. Donc ils jouent aussi sur le fait que eux, ce sont les démocraties, eux, ils travaillent sur la transparence, eux, ils garantissent, en fait, eux, ils s'intéressent aux droits de l'homme, ce qui n'est pas forcément le cas de la Chine. Et donc, on joue sur ces valeurs-là. Alors, on sait très bien que c'est vraiment n'importe quoi. Les Occidentaux sont des alliés du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Ces pays-là ne sont pas connus comme étant de grands pays où on respecte particulièrement les droits de l'homme ou l'égalité homme-femme. Donc, tout ça, une fois de plus, c'est une rhétorique qui vise à essayer une fois de plus de tirer à boulet rouge sur la Chine. Et en plus, lorsque l'on dit que les infrastructures financées par la Chine aggravent la dette des pays, en l'occurrence pays africains et autres asiatiques, il ne faut pas oublier que bien avant, les pays occidentaux, eux, ont accordé des prêts pour la construction des infrastructures. Ils n'ont jamais vérifié si ces infrastructures-là ont été construites. Donc, ces infrastructures ne sont pas construites. Et en plus, on a aussi cette dette-là qu'il faut rembourser. Donc, que ce soit la Chine ou bien les pays occidentaux, il faut bien comprendre, nous, Africains, que c'est face à une même réalité, c'est face à un même dilemme, c'est de savoir quel est le prix à payer pour justement nous permettre de financer nos propres infrastructures. Et c'est vers cette réflexion-là que l'on doit se tourner. Mais pour le moment, si tu veux, les États font face à tellement de difficultés, notamment si on regarde tout de suite, il y a la crise en Ukraine avec le risque de crise alimentaire, il y a la reprise économique post-Covid. Et donc, souvent, les États ont tellement besoin de prêts, ont tellement besoin d'argent que souvent, ils ne sont pas très regardants sur les clauses contractuelles qui accompagnent les conditions de prêt que l'on octroie aussi bien auprès de la Chine qu'auprès des institutions occidentales. Mais pour revenir à notre sujet, il faut savoir que donc les Occidentaux se sont vite rendus compte que la Chine est devenue véritablement une influence, et l'objectif d'une ceinture, une route, c'est de faire de la Chine la première puissance économique mondiale dès le milieu du 21e siècle. Donc, véritablement, nous sommes déjà en 2020. Ça veut donc dire que pour les Chinois, en 2030, nous sommes en 2050, pardon, ils doivent être la première puissance incontestable du monde. Et donc, en 2050, c'est à côté. Et donc, les Occidentaux se rendent compte qu'ils ont un coup de retard par rapport à la Chine dans ce domaine. Et donc, ils essayent donc de reprendre la main en mettant en place un projet qui est semblable à celui mis en place par les Chinois. Sauf que, évidemment, comme je l'ai dit, la Chine a déjà une avance. Il y a près de 60 pays qui ont adhéré au projet. Il faut savoir qu'il y a près de 1200, entre 1200 et 1700 projets au moment où nous parlons, qui sont en cours de financement par la Chine, et tout ça représente une enveloppe globale de près de 900 milliards de dollars. Donc ça veut donc dire que c'est du concret déjà de la part de la Chine, alors que les Occidentaux sont encore dans une forme de rhétorique, ils sont encore dans les projets, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Sur les 600 milliards de dollars promis par les Occidentaux, donc par les pays du G7, il y a 200 milliards qui sont apportés par les Américains. Mais attention, ce ne sont pas 200 milliards apportés en monnaie sonnante et trébuchante. Il y a une partie qui va être financée sous forme de prêts accordés aux États, et le reste il y a une autre partie qui va être accordée sous forme d'aide multilatérale, et puis il y a une troisième partie qui va être un financement en fait du secteur privé. Et même ce financement du secteur privé, on n'a pas dit quelles sont les entreprises du secteur privé qui vont adhérer à la mise en œuvre de ce projet-là. Donc ça aussi, ça doit faire l'objet encore de tractation entre le gouvernement, entre l'État fédéral américain et les entreprises américaines. Donc ça, même les 200 milliards, on n'en est pas encore sûr. Et les 400 autres milliards doivent être apportés
par les États européens, 200 milliards doivent être apportés par la Commission de l'Union européenne et 200 autres milliards par les différents pays membres du G7 et membres de l'Europe. Enfin, pays européens membres du G7. Et même là encore, c'est pas du tout évident parce qu'il faut savoir que l'Europe est face à une crise. L'Ukraine, avec l'inflation, avec l'augmentation du pétrole et du gaz, donc des matières énergétiques. Et puis aussi, ça touche d'autres matières énergétiques telles que le charbon. Il y a le fait qu'il y a la crise alimentaire, il y a la crise sécuritaire. Et aussi, il y a la reprise difficile encore des économies européennes après 2 années de Covid. Donc, tout ça fait que actuellement, on se demande comment est-ce que les États européens vont pouvoir mobiliser ces 400 milliards de dollars là pour financer ces projets-là dans le cadre de cette initiative proposée par Joe Biden. Donc, tout ça fait que, in fine, un peu comme ce qu'on a entendu l'année dernière, c'est-à-dire les 400 milliards qui avaient été promis dans le cadre de l'initiative Build Back a Better World, on a l'impression que là aussi, encore une fois, c'est plus de la communication qu'autre chose parce qu'on ne voit pas comment est-ce que les Américains, les Occidentaux, enfin les Européens pourraient mobiliser immédiatement ne serait-ce que même 100 ou 200 milliards de dollars principalement pour l'Afrique. Et pourquoi on vise prioritairement l'Afrique? Parce que c'est sur le continent africain où la percée de la Chine est la plus rapide et est la plus forte. Et c'est en Afrique que se trouve l'essentiel des matières premières qui sont exploitées aussi bien par les Occidentaux que par les Chinois. Donc, ils veulent reprendre la main sur l'accès aux matières premières africaines. Et pour cela, il faut essayer de commencer à limiter, si tu veux, l'influence de la Chine sur le continent africain. Mais tout ça, évidemment, on attend de voir, mais personnellement, je pense que c'est, une fois de plus, une communication orchestrée par les Occidentaux. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM et la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale, sur la radio, la plus haute de la capitale. Restez connectés sur les 104.5, on fait un tour en musique et on se retrouve derrière. Dans quelques minutes, René Ruth sera avec nous pour les propos introductifs et bien sûr l'actualité locale, sans oublier le versus du jour. Urban FM 104.5.